partout dans le monde. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé n'arrête de préconiser, d'imposer beaucoup plus de restrictions dans l'usage des médicaments opioïdes. Beaucoup de cas de surdosage avec les antalgiques, les antalgiques opioïdes. Historiquement, le lien avec les pathologies et les douleurs cancéreuses est établi, mais là, on bascule vers d'autres indications. Et en Tunisie, la situation, on ne sait pas trop. Dieu merci que nous, les pharmaciens, nous détenons avec rigueur ces produits. Mais qu'en est-il par rapport à cette situation en Tunisie? Donc c'est dans ce cadre-là que le Conseil régional de l'Ariana a proposé cet atelier qui sera animé par deux de nos jeunes confrères de la faculté de pharmacie, M. Mohamed Amin Kaabi, qui est assistant hospitalo-universitaire en pharmacologie. Il est praticien hospitalier au CHU Farhat Hachet à Sousse. Et notre jeune collègue aussi, Mahdi Bourlel, mon résident, mon interne, mon étudiant, mon externe, mon interne, mon résident. Aujourd'hui, il finit son résidanat. Il est avec nous à l'hôpital militaire de Tunis. Il est résident en 4e année. Inch'Allah, bien sûr, mais Inch'Allah, il intègre la faculté de pharmacie. Donc avec eux, nous allons avoir une présentation sur un petit rappel sur la pharmacologie des opioïdes, les usages et certaines situations cliniques pratiques qui cadrent avec un atelier pour cerner un petit peu cette problématique. Donc profitez, surtout poser des questions, il faut interagir, c'est l'esprit d'un atelier. Moi, je vais préparer la conférence de demain, donc je serai out de cet atelier. À vous la parole. Merci. Bon, notre atelier d'aujourd'hui va être il est divisé en deux parties. On va tout d'abord faire à partir de l'histoire. Je vais vous montrer quelques images. Ensuite, vous allez dire qu'est-ce que vous décrivez, qu'est-ce que vous voyez. Ensuite, on va passer à des cas cliniques, des cas plus pratiques. Par exemple, on va décrire les mécanismes pour comprendre l'effet de la morphine et des autres médicaments. Par exemple, le lyrica, il agit par quel mécanisme? C'est un analgésique aujourd'hui, il est utilisé. Il y a aujourd'hui un usage illicite, surtout ça vient de l'Algérie. Et je vais vous donner ensuite deux cas cliniques très rapides que vous allez donner la réponse. Et ensuite, vous terminez. Je vais vous parler de la toxicomanie comme à Sinavie. J'ai dit en Amérique. Et notre pays, il n'est pas vraiment à l'abri. Vous savez bien, aujourd'hui, les drogues dures arrivent en Tunisie. Malheureusement, c'est autre chose. La cocaïne, partout où on va, il y a un risque important. Je vais parler de ce problème-là parce que aujourd'hui, il y a des mélanges d'autres produits nocifs qu'on sait aujourd'hui, qu'on n'est pas aujourd'hui même en dieu grec. C'est Morphus. Morphus, c'est qui? C'est le dieu du sommeil des songes. Donc, tout d'abord, on a un alcaloïde, ensuite, on a un effet sédatif. C'est pour cette raison qu'on a appelé morphine. In, toujours, tous les alcaloïdes se terminent par in, comme cocaïne, caféine, etc. Ça, c'est un effet des morphines. C'est un myosis. Lors d'une intoxication par des morphiniques, on a toujours un myosis. Mais la gravité, si on a une mitriase avec des morphinomimétiques, sachez bien qu'il va mourir dans quelques minutes. Cette image-là, c'est une ampoule unique, voilà, une seule dose de morphine. Elle a été donnée aux soldats de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une aiguille hypodermique avec injection immédiate. Donc c'est un analgésique puissant. Pourquoi un soldat va s'injecter une ampoule de morphine? C'est lorsqu'il a reçu une balle ou quelque chose. Donc c'est un analgésique puissant.
cette image-là, Mrs. Winslow. C'est un sirop pour teething. Teething, c'est-à-dire la dentition. Exactement. Et il est indiqué colique wind pour les coliques, dysenterie, des diarrhées aussi, pour les douleurs dentaires. Avant, on donnait ce médicament-là pour les douleurs de dentition, pour les coliques, pour les diarrhées. Donc, allez, parce que l'un des effets des morphiniques, c'est la constipation. Il y avait même Karl Marx, le patron du communisme, il a signalé en Angleterre, il a vu des femmes qui parquaient au travail, parce que la révolution industrielle, donc les hommes et les femmes également, ils doivent aller travailler, donc ils ne peuvent plus laisser leurs enfants, ils vont donner de la nourriture pour leurs enfants, pour qu'ils dorment toute la journée. C'est pour cette raison que le communisme, il est contre le travail des femmes. C'est un sirop donc apaisant pour les douleurs de la dentition infantile. Ce sirop contient du sulfate de morphine et du carbonate de calcium. À votre avis, pourquoi on a ajouté du carbonate de calcium? On a de la morphine, mais avec du carbonate de calcium. Il y a une autre chose, hein. Peut-être vous l'avez remarqué dans les films, le crack. Le crack et le fume. Pourquoi on l'appelait le crack? Le crack, il est composé également, c'est de l'héroïne, c'est un dérivé chimique, avec du carbonate de calcium. À quoi ça sert le carbonate de calcium? C'est de l'ordre pharmacocinétique. Une autre chose. Il faut rendre, pour avoir une cinétique très puissante, très rapide, il faut rendre la molécule non ionisée à l'état moléculaire. Et puisque tous les alcaloïdes sont des caractères alcalins, donc on va soit dire de soude, la soude, soit du carbonate de calcium. La soude est plus puissante. Donc on ajoute plutôt le carbonate de calcium pour alcaliniser le milieu et donc donner un effet puissant. Déjà le mot alcalin, c'est un mot arabe à l'origine. Alcalin, jamaïcain, alcali, un alcalin, des alcalis. Des alcalis, ça vient du mot alkali. Comme une autre théorie, al-qali. Amal al-qali, qui m'a amal gama, amal jama, la mélange. Al-qali, parce qu'avant les Arabes, ils fabriquaient quelque chose. Ils prenaient une plante, vous connaissez bien, alkali. Ils khaltaient zit, une descente d'une plante. Ces cendres-là, ils contenaient du carbonate de calcium et de l'hydroxyde de sodium. Hydroxyde de sodium plus huile, plus ébullition, ça donne quoi? La réaction de saponification s'impose. Donc ils vendaient à l'Europe, donc ça doit alquer, parce que il a un caractère alcalin. Maintenant, l'héroïne, elle a été également vendue en officine comme médicament. Pour traiter quoi? La toux. La toux, c'est un antitussif. L'héroïne, qui est plus puissante, donc c'est un antitussif aussi. Mais aujourd'hui, on ne dispose que d'une seule molécule, la codéine. Exactement. Bon, Bayer, c'était le premier qui a déposé le nom de héroïne. C'est Al-Batal. Du mot héroïche, parce qu'on pensait qu'elle permettait de soigner l'addiction de la morphine sans induire d'accoutumance. Il était très répandu à l'époque, notamment depuis que l'usage était produit chez les soldats de la guerre de sécession ou lors de la guerre de 1870. Sachant que chez les Américains, à une période, ils ont prohibé l'alcool. Donc tout le monde, ils se disent, il y a de cocaïne, il y a de héroïne, Ironie du sort, car la morphine elle-même avait été préconisée comme substitut de l'opium. On a utilisé l'opium, ensuite la morphine, ensuite l'héroïne. L'héroïne donc était vendue librement en pharmacie, entre autres sous la forme de pilules antitussives, contre l'asthme, les diarrhées et même comme somnifères chez les enfants. À cette époque, la plupart des substances connues aujourd'hui comme addictives, les opiacés, la cocaïne, ce n'est pas un morphinique, c'est autre chose, c'est extrait de la feuille de coca. C'est autre chose. C'est plutôt un noyau tropane. Le noyau tropane a un profil atropine, simplement atropine, cocaïne, un autre effet, plutôt excitateur.
était alors en vente libre en pharmacie. Mais c'est un site d'urgence. Pourquoi j'ai mis cette image-là? Parce que l'intoxication aux opiacés, elle a une particularité, c'est la dépression respiratoire. C'est très important. Généralement, la mort par intoxication par l'héroïne ou la morphine, c'est par dépression respiratoire. C'est une image en 1945, elle est à Calcutta, en Inde. Celle-là, c'est de là à Shanghai. Et ça fait partie de l'histoire, et c'était une tragédie. Là, on va comprendre pourquoi la réglementation, elle est très dure, avec tous les droits. Elle est due à quoi? Au 19e siècle, l'Angleterre est devenue, à la fin des guerres napoléoniennes, la puissance montante. Elle se consacre pleinement à la mise en application à grande échelle du free trade, le libre-échange, le commerce. C'est un ordre. Elle se consacre pleinement à la mise en application du free trade. En Chine, par contre, le déclin, la révolte, une cour impériale des Unis font de l'Empire un pays en phase de décomposition. Au-delà des escarmouches militaires, etc., il y a une imposition d'une substance illégale par les ennemis, par les Anglais. Comment? Parce qu'il y avait un problème. On avait besoin de la marchandise chinoise. Mais le problème des Chinois, c'est une puissance territoriale, c'est une puissance territoriale. Elle avait tout. L'agriculture, c'est une puissance économique. Elle n'avait pas besoin vraiment de vendre. Mais le problème des Chinois, d'aujourd'hui, c'est le même problème. Ils vous vendent, mais ils n'achètent rien. Donc, toute votre richesse, c'est moi. Donc, comment on va dégrader, comment on va faire une colonisation de ce pays? Là, c'est bon, on a les Anglais. Il y avait le problème des Chinois. Par quel lien? Par le commerce illégal de la morphine. C'est-à-dire qu'une puissance économique, il y avait le déclin. Par l'addiction. Elle a touché même l'élite chinoise. Elle a fait des ravages. Les consommateurs sont des lettrés, des fonctionnaires, des intellectuels. Ils deviennent totalement dépendants et se ruinent pour la procurer. Et maintenant, en 1729, il y avait 240 tonnes, et ainsi 3000 tonnes d'opium furent importées en 1850 en Chine. La majeure partie de la culture de cette plante-là était en Afghanistan, Bengale, etc. Ils ont inondé le marché, et là, c'était la faillite des Chinois. Il y avait deux guerres d'opium, et les deux guerres, les Chinois l'ont perdu. Décalé, jusqu'à maintenant, en Chine, est-ce que vous savez quelle est la sanction de quelqu'un un commerçant qui consomme de la drogue? La peine de mort. Quand la tragédie est dit, on n'est pas prêt de la subir ensemble. Ils sont tranchants. Donc, c'est un stupéfiant. Allez, parce qu'il va donner une toxicomanie. L'imodium aussi, c'est un dérivé morphinique. On a utilisé cette propriété qui est la constipation pour synthétiser une autre molécule qui est l'opéramide. Bien sûr, on l'a modifiée chimiquement pour qu'elle ne passe pas la barrière hémato-encéphalique dans la lipophilica. Donc, on n'a plus les effets centraux, la dépression, la toxicomanie, etc. Ça va juste, il faut savoir qu'on a au niveau des intestins un deuxième système nerveux, le plexus entérique, etc. On a plusieurs récepteurs démorphiniques, car ils sont très efficaces. Le codéine, c'est-à-dire la codéine, la seule aujourd'hui utilisée comme antitussive. Donc, à partir de l'histoire, on a plusieurs caractéristiques. Il est sédatif, il provoque l'amnésie, c'est un analgésique puissant, il provoque la constipation, donc on a utilisé. C'est un antitussif aussi, il provoque une dépression respiratoire, c'est un stupéfiant, développé, il provoque une toxicomanie et des dépendances, etc. Mais cette image-là, c'est une drogue qui s'appelle crocodile. C'est-à-dire,
Crocodile, c'est la dysmorphie, désomorphie ou la dysmorphie. C'est une drogue qui est dérivée de la morphine. C'est un mélange d'iode, héroïne, essence, dissolvant à peinture, phosphore rouge et de codéine. Donc, codéine, héroïne, et avec des solvants organiques. Des solvants organiques et l'essence, voilà. Des solvants organiques. Et quoi d'autre? D'autres gars, ils ont le phosphore, etc. Iode, caractère alcalin pour rendre la molécule lipophile. Donc, elle va donner un effet flash. Elle a été synthétisée pour la première fois aux États-Unis dans les années 30. Abandonnée rapidement, elle refait néanmoins surface en Russie au début des années 2010 et connaît un essor dans tout le pays sous le nom de drogue crocodile. Pourquoi crocodile? Parce qu'elle va carrément couper les organes. Moi, généralement, ils vont mourir à cause des dioxines, le solvant organique, le solvant dissolvant de peinture. Il va être stocké au niveau du foie. Il va se libérer. L'espérance de vie générale de 6 mois à 1 an maximum. C'est un choix. C'est un choix. Ils vont synthétiser, ils vont formuler d'autres produits à partir de la morphine. Ils vont synthétiser avec un CH3, acétyl, ils vont donner ces nouvelles molécules aux SDF. Ils vont voir par exemple, une drogue, il n'est pas mieux que le psychogène. Notre drogue, des appâts pour poissons. Mais donc, le risque de l'usage illicite de dérivés morphiniques. Mais là, on va passer au cas clinique. Le premier cas clinique. Le premier cas clinique, on va traiter là les douleurs. On va comprendre le mécanisme de la douleur. Il est un peu compliqué, mais il faut le comprendre pour expliquer tous les effets de paracétamol à partir de paracétamol, c'est-à-dire le valideux, 3, etc. Mais le premier cas clinique, alors, avec ce premier cas clinique, on va aborder tous les aspects des morphiniques. Donc, on commence, on a monsieur, c'est âgé de 45 ans, a été admis dans le centre d'évaluation et de traitement de la douleur courant juillet dans les années 2000 en raison de douleurs intenses, d'origine cancéreuse et mal calmées par son traitement. Donc, je souligne l'importance de garder en tête tout ce qui est mis en gras parce que ce sont des mots-clés qui vont nous aider à comprendre le cas clinique. L'histoire de la maladie de ce patient aux antécédents de diabète insulinodépendant le 8 mars 1997, date à laquelle est diagnostiqué un carcinome épidermoïde de l'œsophage. Pour cette lésion, de mars à juin 1997, il bénéficie d'une chirurgie d'exérèse suivie d'une radiothérapie, puis d'une chimiothérapie. Après un intervalle libre asymptomatique, M. C va apparaître en octobre 1999 des douleurs intéressant la région latéro-thoracique droite et un nouveau bilan est alors effectué et permet de mettre en évidence l'existence d'une masse pulmonaire de l'apex droit récidive de la lésion néoplasique. Donc un nouveau traitement par radiothérapie et chimiothérapie est alors entrepris et malgré ce traitement, la lésion reste évolutive et le syndrome douloureux persiste et s'amplifie. Par la suite, le patient se plaint en effet de douleurs thoraciques importantes décrites à type de déchirure, non permanente et souvent insomniante, de caractère mécanique et facilement exacerbée par l'aspiration profonde ou les efforts de vie. La première question, de quel type de douleur ce monsieur se plaint-il? Et quels sont les mécanismes généralisés? Le mot-clé, c'est déchirure. Lorsque vous allez au médecin, tiens, me faire la même question. Décrivez-moi quelle est la douleur. Ça va. Quelle est une description? Allez, pourquoi cette description-là? Là, par exemple, il a dit c'est une petite déchirure. On sait bien où c'est une maladie cancéreuse. Bon.
pression tumorale, pour faire de compression, soit au niveau des tissus, soit au niveau des nerfs. Tout dépend du territoire. Donc ici, elle est souvent insomniante, elle est de caractère déchirure. Quel est le type de la douleur? Pour comprendre, elle commence souvent. La douleur, par définition, c'est quoi? C'est une sensation désagréable, c'est une perception. Elle commence par quoi? Par des récepteurs. Alors, on a plusieurs types de récepteurs. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, si quelqu'un vous pince, on a des mécanorécepteurs, parce que c'est quelque chose de mécanique. On a les fibres qui vont véhiculer l'information. Elle va commencer à partir de la périphérie par des fibres afférentes pour arriver jusqu'au cerveau. Il y a plusieurs étapes avant d'en arriver. Maintenant, on a quatre types de fibres. Là, il y a une différence. On a le A-alpha, A-bêta, A-delta et C. La différence, c'est la myélinisation. La fibre C, elle est démyélinisée. Donc, on n'a pas ce mouvement symptomatique qui va conditionner la rapidité. Donc, ils sont plus lents. Ceux-là, les fibres C, ce sont pour donner plutôt l'intensité de la douleur. Les fibres A, delta et C, c'est autre chose. Par exemple, les fibres A, ce sont les fibres des propriocepteurs. Les propriocepteurs, ce sont pour se situer dans l'espace. Par exemple, lorsque je ferme les yeux, je peux toucher mon nez. Ce sont les propriocepteurs pour se situer dans l'espace. Sinon, ceux-là, c'est pour vous toucher. On les appelle les... Il y a d'autres récepteurs, les thermorécepteurs, les chémio, récepteurs, qui vont plutôt quantifier le pH. Et les deux derniers, le A, delta et le C, c'est pour la douleur. Celui-là, il est le plus rapide et l'autre, il est plus lent. Donc, ces nocicepteurs, sur la douleur, ils sont des récepteurs hautement spécialisés. Ils vont constitués par des terminaisons libres, des fibres nerveuses afférentes, et ce sont des fibres de petit diamètre et de conduction plutôt lente. Ils vont arriver dans la partie la plus compliquée. Alors, c'est le résumé. Ça va commencer par où? En périphérie. Par exemple, si je passe ici, j'ai des nocicepteurs en périphérie. Ils vont véhiculer l'information jusqu'à la moelle épinière. Lorsqu'il arrive dans la moelle épinière, celle-là, cette partie-là, au niveau périphérique, comment on va sentir le douleur? On a une stimulation. La stimulation, elle est véhiculée soit par des canaux, etc. Mais il y a d'autres des médiateurs qui vont augmenter encore la sensibilité. Ce sont qui? L'histamine, la sérotonine et surtout les prostaglandines. Donc, si on inhibe la production de ces médiateurs-là, on va diminuer la sensation de la douleur. Qui sont les prostaglandines? Ils sont synthétisés à partir de l'acide arachidonique, avec la... Donc, ce sont l'acide des médicaments. Il y a encore le dopamine, paracétamol, les AINS, etc. Sinon, lorsque maintenant le message va être véhiculé, il va arriver dans la moelle épinière. La moelle épinière, c'est cette partie-là, elle est grise, l'autre partie, quand même, elle est blanche, qui va donner l'information de la douleur. Par quelle substance? Par quel neurotransmetteur? Ça s'appelle la substance P. Il y a d'autres aussi substances, par exemple le glutamate, etc. Mais le plus important, c'est la substance P, qui est le neurotransmetteur de la douleur. Si maintenant je peux diminuer cette libération-là du neurotransmetteur, je peux arrêter le sentiment qui fait par cet interneurone. Cet interneurone, il va utiliser les encéphalines, les morphines, ou ce sont nos propres morphines. Parce que notre organisme, il fabrique ses propres morphines, endomorphines, des endorphines. Cette endomorphine-là, elle va diminuer la libération de la substance P. C'est ça le mécanisme. Donc tous les morphines qui vont agir sur cette partie-là. Il y en a d'autres, par exemple le noyau, cette facilité, c'est compliqué, mais l'essentiel,
Le problème, le mécanisme d'action des morphiniques, c'est dans cette partie-là, dans l'interneuron. Mais lorsque maintenant le message nerveux arrive ici, il y a une autre voie qui s'appelle la voie descendante. Cette voie descendante qui est ici, donc le message il est arrivé ici, et ensuite il va être véhiculé en bas. Là, on a d'autres neurones qui vont stimuler cet interneurone encéphalinergique pour donner plus des endorphines. Elle va utiliser quoi comme neuromédiateur? La noradrénaline et la sérotonine. C'est bizarre. Mais on a joué sur cette partie-là pour donner quoi? Des antidépresseurs tricycliques, par exemple, des IRS. Pourquoi? Pour augmenter cette quantité-là de noradrénaline. Et bien, ils sont utilisés pourquoi? Pour les douleurs neuropathiques. Qui ne prégabaline, des antibiotiques, des antidépresseurs tricycliques. Donc, les deux familles de médicaments pour les douleurs neuropathiques. Il est donc, le type de douleur, il est dû à quoi? Un mauvais contrôle. Un mauvais contrôle, l'altération du contrôle inhibiteur de la douleur de notre organisme. Sinon, les autres, vous allez utiliser l'énocystémie périphérique. Sinon, pour les autres, vous allez utiliser cet interneurone encéphalinergique. C'est ça le mécanisme général. Ils sont lésionnels, par exemple traumatisme ou une inflammation, ischémie, etc. Pour la douleur maintenant neurogène, il y a un défaut d'inhibition. Elle résulte de l'altération du système inhibiteur d'origine centrale, qui peut être par exemple dû à des lésions du système nerveux périphérique, du système nerveux central ou à une compression tumorale. Hyperactivité des fibres de Chicago. La question 2. Alors pour la question 2, quels sont les excès de stimulation nociceptive? Donc comme vous le savez, qu'on appelle opiacés faibles, ils sont comme le tramadol et la codéine. Pour le palier 3, ce sont les opiacés forts, c'est la morphine, le chef de file et le fentanyl. Et plus ou moins, on peut associer des co-analgésiques comme les anti-inflammatoires stéroïdiens, les murs relaxants et les antispasmodiques. Vous les saviez tous, on a la morphine, soit au sulfate ou chlorhydrate, donc la forme injectable et orale. On a les morphiniques donc, pour associer en anesthésie, tels que la fentanyl, ramifentanil, sulfentanil et alfentanil. Et pour les activités pharmacologiques de la morphine, principalement l'action analgésique psychodysleptique, on a l'action psychomotrice, l'action sur la respiration, on a l'action sur le centre de vomissement, on a une action psychomotrice, action sur le muscle lisse, donc myélorelaxante, et on a l'action sur l'accommodation, le myosite et le médréas, on a l'action sur la sécrétion d'hormones et on a une action sur la régulation thermique du corps. Et les récepteurs impliqués dans l'activité des opioïdes, on a donc les récepteurs mu, les récepteurs delta et kappa, et ces opiacés sont connus agir sur ces récepteurs qu'on appelle les récepteurs couplés aux protéines G. Et donc la cible des morphines va dépendre donc selon la molécule et selon le lieu du récepteur. Pour l'analogie structurale, donc, comme Émile a cité, donc pour les encéphalines endogènes, donc il y a une analogie structurale entre la morphine et les encéphalines. De ce fait, on a une liaison, que ce soit d'encéphaline et de la morphine, pour le même récepteur opioïde postsynaptique, ce qui va inhiber davantage la sécrétion de la substance P dans l'interneurone impliqué, dans le signal ascendant de la douleur. Et les opioïdes... Le mécanisme moléculaire, il est très détaillé. Il est très détaillé. Pour notre cas, donc M. C bénéficie en outre d'un traitement par efferalgan codéiné à dose maximale qui ne permet pas le soulagement suffisant du syndrome douloureux. Il justifie donc d'un traitement par une substance du palier supérieur. Donc avant de connaître ou savoir cette substance du palier supérieur, on a ce qu'on appelle la codéine. Donc la codéine, comme vous le saviez, c'est... Je peux poser la question. Oui. Avant,
est-ce que la codéine est analgésique ou non? Très faible. Non. Par quel mécanisme? La codéine, par rapport à l'effet analgésique, est considérée comme une prodrogue en fait. Elle n'a pas un effet analgésique direct. Elle doit être métabolisée pour qu'elle puisse donner cet effet analgésique. Et le problème, c'est que il y a les cytochromes P450, demain il va en parler. Et le problème que ces cytochromes qui sont impliqués dans le métabolisme des médicaments en général, surtout au niveau de la phase numéro 1 du métabolisme du médicament, il y a un grand polymorphisme et une très grande variabilité entre les humains par rapport à l'activité de ces cytochromes. Ce qui laisse que je peux avoir mon 2D6 qui est actif à 99%, le vôtre peut être actif à 20%. Et ça peut expliquer parfois pourquoi je peux donner de l'efferalgancodéiné ou de la codéine à forte dose chez X et vous n'obtenez pas une réponse antalgique conséquente. C'est dû à ce polymorphisme qui explique, bon ça c'est une petite action, mais ce polymorphisme il est impliqué dans la variabilité inter-individuelle de la réponse au médicament, que ce soit là dans un cadre pharmacodynamique, donc efficacité et effet, ou dans un cadre cinétique, lorsqu'il s'agit d'un métabolisme. Imaginez que mon cytochrome 2C19 qui métabolise la torvastatine, par exemple, fait défaut. Je serai sujet à risque de développer les effets indésirables de la torvastatine, plus que vous, dont le cytochrome fonctionne d'une façon normale. Donc cette variabilité qu'on rencontre dans l'effet, dans la cinétique et dans la pharmacodynamique du médicament, elle s'exprime beaucoup par ces protéines qui sont impliquées soit dans l'absorption, soit dans la distribution, soit dans le métabolisme des médicaments. Cette variabilité, elle est très importante et comme je l'ai dit, il y a actuellement la science qui étudie tout ça, ça s'appelle la pharmacogénétique, c'est la variabilité des protéines actives, qu'elles soient dans la cinétique ou dans la pharmacodynamique, et ça explique ça d'une façon très intéressante. Et ce qui est encore plus intéressant, dans des drogues qui sont encore plus dangereux, je prends l'exemple je sais pas, le 5-FU par exemple, un anticancéreux avec lequel on traite beaucoup de cancers, le fait d'avoir un cytochrome non fonctionnel laisse que ce médicament soit extrêmement toxique et ça peut donner même le décès de certains malades. Dans le 5-FU, au bout de quelques 2-3 jours, vous allez voir des décès. Et c'est pour ça qu'actuellement la pharmacogénétique, qu'est-ce qu'elle décrit ou qu'est-ce qu'elle impose? Elle impose le dosage de l'activité de ces cytochromes. La médecine avance de plus en plus et actuellement, il y a même dans les RCP de certains médicaments, on vous dit, avant d'administrer ce médicament, vous êtes devant l'obligation de doser le 2C19, le 2D6, le 2... Généralement, c'est des médicaments qui sont réservés pour usage hospitalier, mais pour nous, dans l'usage commun, ça peut expliquer surtout la variabilité de la réponse, la non-réponse, l'apparition d'effets indésirables, qui n'est pas très commun, et cette variation, elle est très importante. Chez les Caucasiens, vous trouvez le 2D6 qui est quand même muté à 10%. Chez les Africains noirs, vous trouvez le 2D6 qui est muté à 70%. C'est très variable et ça, historiquement, on ne savait pas tout ça. Mais là, les choses deviennent de plus en plus établies et il faut faire attention à ces notions pour comprendre cette variable. C'est ce qu'on appelle la personnalisation des traitements de plus en plus. A dit que la codéine c'est une prodrogue qui est transformée en morphine et on a les patients qui ont le cytochrome P450-2D6 qui est exprimé d'une façon donc, importante à 90%, ce qu'on appelle des métaboliseurs importants. Donc ils vont transformer la codéine en morphine et il va y avoir une intensité beaucoup plus importante en termes d'analgésie. Au contraire des patients qui ont une activité de 2D6 faible, et de ce fait, la codéine n'est pas transformée en totalité en morphine, mais l'activité analgésique obtenue, elle est beaucoup plus faible. Donc la question 3, quelle est la conduite thérapeutique qui sera proposée par le prescripteur?
Puisque plus cet effet analgésique, donc on va passer au palier supérieur. Donc la réponse c'est l'instauration du palier 3, puisqu'on est devant une inefficacité du palier 2. Et le palier 3, c'est un réco d'emblée dans les douleurs sévères cancéreuses. Toujours, il faut privilégier la voie orale parce qu'elle est beaucoup plus maîtrisée. Donc plus ou moins, le patient, on a une certaine commodité pour son administration. Pour le sulfate de morphine, on a le Skénon et le moscantin, que vous connaissez. On a l'oxycodone. L'oxycodone, ça il n'existe pas, mais le problème, il est facilitable. Des Tunisiens qui vivent à l'étranger, ils vont ramener l'oxycodone pour leurs parents, parce qu'il a moins d'effets indésirables. Donc ça existe. Donc l'oxycodone, ça arrive, mais le bas, il faut aussi introduire un traitement de fond, donc la forme libération prolongée. Tout on peut donc ajouter des interdoses, donc une forme à libération donc immédiate en cas d'exacerbation de douloureuse. Et on a l'actiskénon, 10 mg dose les 4, maximum 6 donc, comprimés par jour. Et il faut prévenir donc, tous les effets liés aux maux cliniques tels que le vomissement, la constipation. Et donc ces effets sont plus ou moins gérables par l'administration des laxatifs ou des antiémétiques. Alors la mise sous antalgique du palier 3 a donc été initiée et le patient reste globalement bien soulagé pendant plusieurs mois, avec un traitement associant alors Skénon 180 mg matin et soir, avec possibilité d'actiskénon 40 mg en interdose ou dose de secours. Depuis quelques semaines, le patient décrit la survenue de douleurs mal contrôlées par les doses de secours d'actiskénon. Celles-ci apparaissent en moins de 3 minutes et durent fréquemment moins de 30 minutes, rendant les doses de secours telles que prescrites inopérantes. La question, comment appelle-t-on ces accès douloureux et quelles modifications thérapeutiques on peut proposer? En fait, ces douleurs, on les appelle des douleurs paroxystiques. Et par définition, ces douleurs surviennent sans lien ni avec la dose ni avec le rythme d'administration du traitement de fond. Ce paroxysme, il est atteint en moins de 3 minutes et peut durer à plus de 30 minutes dans plus de 50% des cas. Dans ce cas, l'utilisation du fentanyl à action rapide peut donc remédier à ce problème de douleur paroxystique. Et pour les patients sous traitement de fond antalgique de moins 5, on peut donner 60 mg de sulfate de morphine ou équivalent pendant au moins une semaine. Et la plupart des nouvelles solutions sont à base de fentanyl en raison de la nature hautement lipophile du fentanyl. Donc on a une action rapide et importante, ce qui permet l'absorption transmuqueuse par voie sublinguale, buccale, intranasale. Et les produits à base du fentanyl ont une action rapide et sont communément appelés opioïdes à soulagement rapide. Aux États-Unis, on désigne souvent sous le nom de médicaments au fentanyl à libération transmuqueuse immédiate. Exactement. En Tunisie, on dispose du fentanyl seulement par patch. Exactement. Ou sinon, le fentanyl injectable, décornétisé. Le durogésique, exactement. Le durogésique. Il est assez cher en hôpital. On préfère de donner plutôt la forme orale. Sinon, le fentanyl, la molécule mère, à partir de laquelle on a fabriqué d'autres médicaments pour l'anesthésie. Ce n'est pas intéressant pour nous aujourd'hui. On a fabriqué par exemple le rénifentanyl, l'alfentanyl, sulfentanyl, exactement. Et pourquoi je donne cette information-là? Parce qu'aujourd'hui, l'usage détourné des morphiniques est à partir du fentanyl. Aux États-Unis, il y a un documentaire, il fait des faits papillons. Aux États-Unis, aujourd'hui, leur guerre, c'est leur président, Donald Trump, il a parlé d'une guerre. Ils sont aujourd'hui en guerre contre les drogues, contre le fentanyl. Il est dû à quoi? Il fait aujourd'hui, on prescrit du fentanyl pour des patients en externe. Et bien, ils prescrivent aujourd'hui du fentanyl pour des douleurs de dos, par exemple. On pense à cause d'une corruption. On va voir par la suite. Mais pour terminer juste la dernière partie de la douleur,
Devant une altération progressive de l'état général du patient, un nouveau bilan par résonance magnétique nucléaire réalisé en 2013 confirme une évolutivité lésionnelle et met en évidence une infiltration tissulaire apicale droite présentant un contact important avec les branches primaires du plexus brachial, c'est-à-dire ici, avec l'artère sous-clavière. On note également une ostéolyse de l'arc postérieur des deux premières côtes de l'apophyse transversale en C7, une réunion pluridisciplinaire associant la clinique chirurgicale de service de neurochir aboutit à opter pour une attitude abstentionniste devant cette lésion non résecable. Donc il va vivre avec son cancer. Au fur et à mesure des semaines, monsieur se plaint de plus en plus de violentes douleurs mal calmées par des opioïdes forts, à dose rapidement croissante. Celle-ci justifie son admission au centre de l'évaluation des douleurs. Maintenant, on va parler d'autres types de douleurs. Tout à l'heure, on a parlé des déchirures, maintenant d'autres choses. À son admission, la plainte majeure du patient et l'existence de violentes douleurs continues, intéressant préférentiellement le membre supérieur droit, puisque là, c'est la partie de la métastase, et plutôt comparé à des brûlures, c'est non plus des déchirures, mais brûlures, qui met l'ischémie, et à des serrements intenses. À un moindre degré, il décrit les douleurs latéro-thoraciques, droites, ayant les mêmes caractéristiques sensoriaux-discriminatifs. Sur ce fond douloureux permanent, et en particulièrement au niveau des membres supérieurs, surviennent de manière inopinée des accès hyperactifs de type décharge électrique, donc c'est plutôt le système nerveux ici. Intéressons volontiers, volontiers le territoire cubital. L'ensemble de ces symptomatologies non insomniantes évoluent dans un contexte d'engourdissement, une paralysie. L'examen clinique retrouve notamment chez ce patient anxieux une hypoesthésie tactile. Au niveau digital, la sensibilité diminue. C'est plutôt nerveux ici. Mal systématisé, mais apparemment plus marqué dans le territoire cubital de ce membre. L'étude des réflexes met en évidence une diminution des réflexes tricipitales, c'est-à-dire ici, lorsqu'on fait comme ça, on frappe ici, c'est ce réflexe tricipital, et cubito-pronateur ici, par rapport au côté opposé. Donc, diminution des réflexes, de la sensibilité, engourdissement, etc. C'est une douleur de quel type? Maintenant, c'est la douleur neurogène ou neuropathique. Là, donc, elle est non soulagée par les morphines. Non, plutôt, mais moins soulagée par les morphines. C'est pour cette raison. Voici la réponse. Ce sont des douleurs neuropathiques. Pourquoi? Parce qu'on a un fond douloureux permanent, de type brûlure. Ce sont des brûlures de type compression, paroxysme, décharge électrique, engourdissement, des troubles neurologiques par des hypoesthésies. Donc, quelles sont ces douleurs? Ce sont des douleurs neuropathiques qui sont liées à une atteinte lésionnelle ou fonctionnelle du système nerveux périphérique ou central. Les causes possibles, par compression ou envahissement tumoral, par le traitement, la chirurgie et la chimio provoquent ce type de paresthésie. Le diabète aussi, il provoque des neuropathies, par exemple neuropathie du pied diabétique. Skénon, neurontin, efféralgon-codéiné, Dufalac, Mopral et Primperon. Une ordonnance plutôt classique. Maintenant, pour analyser cette ordonnance, Eurobiol, je ne connais pas, quelque chose sur Internet, c'est de la poudre de pancréas d'origine porcine pour traiter l'insuffisance pancréatique exocrine. Sinon, l'analafranine, c'est la clomipramine, c'est une molécule psychoactive, des antidépresseurs tricycliques. Le skénon, c'est la sulfate de morphine. Le neurontin, c'est la gabapétide. Il est à la base un antiépileptique, mais utilisé comme antalgique, pour la douleur neuropathique, c'est normal, ou un coanalgésique, c'est ce qu'on appelle un coanalgésique. Les ferralcon-codéinés, paracétamol et ferralgon, on parle parce qu'on sait le ferralgon. C'est conflit d'intérêt. Le Dufalac, c'est normal, pour traiter la constipation, pour prévenir la constipation, c'est systématique. Avec le Mopral et le Primperon. Quelle remarque peut-on faire sur le traitement antalgique? Là, il y a quelques erreurs. Exactement, l'association. Tout d'abord, pour le skénon, on a donné 3 fois par jour. Imaginez, 2 fois.
Donc, masquénon et spontan, c'est 2 fois. Pourquoi? Parce que sa forme LP, elle couvre 12 heures. Donc, 3 fois par jour, elle est inadaptée. Et les effets indésirables, c'est bon, ils sont prévenus. L'association palier 2 et 3, les phéralcocodéinés plus chénon, medjich, ils sont même dangereux. Pour les douleurs neuropathiques, maintenant, il a utilisé le norentin et l'anaframine. Le norentin, c'est un antiépileptique actif sur les douleurs neuropathiques, l'anaframine aussi, mais à un moindre degré. Donc, pour donner une conduite à tenir, des suggestions plutôt thérapeutiques, on peut changer le traitement antidépresseur et antiépileptique. Par exemple, l'anaframine, une seule fois par jour, on peut balancer par aller au laroxine, plus puissant, je pense, mais ni sûr, même je pense. Sinon, le norentin, on peut augmenter les doses ou switcher vers le lyrica, la pré-gabaline, la gabapentin, sinon on doit faire un sévrage morphinique en milieu hospitalier. Je peux, Amir, intervenir par rapport à l'anaframine, l'aroxine. En fait, sur le plan mécanistique, c'est la même chose. Hein. C'est 2 antidépresseurs tricycliques qui inhibent la recapture de la sérotonine, l'adrénaline et faiblement la dopamine. Et c'est pour ça qu'ils ont un effet antidépresseur. Par rapport à leur potentiel antalgique, Annie l'a expliqué, par rapport à la boucle descendante, le fait qu'il inhibe la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline à ce niveau-là, donc il a cette action facilitatrice, d'où la diminution de la douleur. Mais sur le plan pharmacologique, il n'y a absolument aucune différence entre les 2 molécules, mais cliniquement, c'est aussi simple que ça, c'est les études cliniques qui ont montré la supériorité du laroxine par rapport à l'anaframine, et c'est pour ça qu'il y a plus d'utilisation de laroxine dans cette indication, qui est quand même surclassée par l'arrivée des analgésiques type norentin, type lyrica. On voit de moins en moins l'indication des antidépresseurs tricycliques de par leur effet indésirable, hein, l'hypotension, la constipation aussi qu'ils donnent, la sédation qu'ils donnent, donc, alors qu'avec les anti-épileptiques comme norentin, lyrica, on a un effet qui est plus soutenu et moins d'effets indésirables. Sinon, une autre remarque, le tramadol. Le tramadol, un ou 2 effets. Il va agir au niveau de la substance P, c'est un morphinique, mais aussi il a un effet sur la libération de la noradrénaline sérotonine. Donc, ça pour la douleur neuropathique. Les deux, ça, vous en plus. Mais maintenant, le deuxième technique, il est très rapide. Donc, vous allez me donner la réponse. Monsieur T, qui est âgé de 56 ans, sans antécédent, présente une gêne urinaire avec dysurie depuis 7 mois. Il consulte son neurologue. Donc, le diagnostic est posé, il a une hypertrophie bénigne de la prostate et une vessie qui se vide par rengorgement diverticulaire, vessie bleue. Donc, il a des difficultés pour uriner. Son médecin le met sous traitement infusocile, etc. À l'examen maintenant, présente une hernie imbuo-scrotale non compliquée suite aux efforts de pousser et il s'améliore sous traitement. C'est normal, il pousse pour uriner parce qu'il a un problème avec la prostate, donc il a eu une hernie. Quelques semaines plus tard, monsieur T présente des douleurs au dos qui ont été soulagées par automédication par de l'ibuprofène, 400 mg 2 fois par jour. Monsieur T, c'est pour la douleur de dos, donc il a pris un AINS. Monsieur T a été ensuite opéré pour hernie discale. Cette douleur de dos, c'était une hernie discale. Mis dans les suites opératoires sous clipable, 600, 2 fois par jour. Maintenant, après une semaine, monsieur T présente une forte constipation. Normalement, c'est lié au clipable. Exactement. Qui l'oblige à pousser à la selle. Les douleurs de l'aine s'intensifient, déjà un peu bouche. Avec une boule douloureuse, il consulte aux urgences. Le diagnostic, c'est une hernie engouée libérée par manœuvre. Le patient paraît pâle, asthénique et présente des nausées. Donc en urgence, on lui a donné le Zofren, l'ondansetron, pour les nausées et le Forlax pour la constipation. Et le médecin demande à faire une échographie abdominale et un bilan. Je vous donne maintenant le bilan. Une créatinine élevée, donc une insuffisance rénale, et il y a une hypercalémie. L'écho montre des reins en hydronéphrose avec globe et vessie pleines. Donc la vessie, elle est pleine. À votre avis, ce tableau clinique, il est dû à quoi?
Donc, pour résumer, il a pris des AINS en automédication. Il a utilisé du Clipal, une forte dose. Il est prostatique. Il a une hernie. Exactement. C'est une rétention aiguë urinaire. Elle est due à quoi maintenant? Alors là, pourquoi j'ai mis exprès l'ibuprofène, l'AINS? Parce qu'on banalise l'usage des AINS. Les AINS, ils vont diminuer la synthèse des prostaglandines. Mais on a besoin des prostaglandines, puisque l'inflammation, nos prostaglandines physiologiques pour protéger notre estomac, mais aussi pour la filtration rénale. Il y a des prostaglandines qui vont faire une vasoconstriction pour augmenter la pression au niveau des reins. Donc la réponse, c'est une rétention urinaire aiguë. Ils sont dus à quoi? Aux AINS et aux opioïdes. Les AINS, ils diminuent la production des prostaglandines vasoconstricteurs, donc on a une dilatation de l'artère rénale, pré-glomérulaire, donc insuffisance de la pression artérielle, donc au niveau pré-glomérulaire, la pression diminue, donc on n'a plus de pression au niveau des reins pour faire la filtration. C'est une insuffisance fonctionnelle, rénale fonctionnelle. Les opioïdes, ils vont augmenter le tonus et l'amplitude des contractions de l'urtère, c'est bon. Elle peut être à l'origine du globe vésical. Le globe vésical, la vessie, elle est pleine. Il a aussi un effet anti-diurétique par diminution de la filtration glomérulaire et surtout chez ceux qui ont un obstacle urétro-prostatique. Le mécanisme de la constipation, les opioïdes, ils vont diminuer le péristaltisme et augmenter le tonus des contractions réalisant au maximum un spasme. Il est dose dépendant, mais aussi les cétrons, ils vont augmenter, ils vont aggraver plutôt la constipation. Donc la conduite à tenir ici, arrêt des AINS, le cétron, le Clipal, on va donner au lieu du cétron du primpéran qui va agir plutôt sur les récepteurs dopaminergiques, et le Clipal, on va donner par exemple le perfalgan. Exactement, on injecte. Mais le deuxième cas clinique très rapide, c'est d'un monsieur BM, 65 ans, un grand tabagique, 50 paquets années. Il a une BPCO suivie depuis 5 ans, suite à une altération de l'état général avec essoufflement. On a découvert une tumeur pulmonaire. On l'a opéré avec une lobectomie, on a enlevé une partie du poumon. Par rentrée, patient très algique, on a donné un traitement antalgique en post-opératoire en attendant un complément par radiothérapie. On lui a donné de la morphine, 100 mg, 2 fois par jour. Donc, il est un grand tabagique, l'état des poumons, on peut l'imaginer. Ensuite, on a fait une lobectomie et il a une BPCO. Et on lui a donné de la morphine 100 mg 2 fois par jour. Le malade a été emmené aux urgences pour agitation, hallucination, sueur, cyanose et tirage. Tirage, c'est-à-dire, c'est volontaire. Mais, gazométrie, on a une hypoxémie sévère, acidose, hypercapnie manifeste. Il est plein de CO2. Expliquez ces symptômes. Pourquoi? Exactement. C'est une dose sur un terrain. Exactement. C'est ce qu'on appelle une encéphalopathie respiratoire. Le mécanisme, on a une dépression respiratoire induite par la morphine sur un terrain d'insuffisance respiratoire chronique avec lobectomie. La surface pulmonaire, elle a diminué par lobectomie, ou une BPCO, c'est parti habituel. Sachant que la dépression respiratoire, elle est centrale. Elle est due à quoi? L'encéphalopathie, la dépression respiratoire démorphinique. Comment? On a une diminution de la sensibilité des centres respiratoires au CO2. Sachant que, il faut savoir, la boost d'oxygène chez les plongeurs, il n'y a pas 100% d'oxygène, il y a 5% de CO2. Parce que notre système nerveux, il est sensible plutôt au CO2. Et il va être déprimé par l'utilisation des opioïdes. Donc la conduite à tenir, c'est l'oxygénothérapie sous surveillance par palier, directement, surtout la BPCO, la risque s'affiche. Et pour vous parler de la toxicomanie. Par exemple, on a un homme de 41 ans qui est salarié dans une petite ville, il est non toxicomane.
Au cours d'une soirée festive, il y a eu une proposition de cocaïne. Et en Tunisie, oui, on a un coma, hypoventilation, myosis. En réanimation, après une réanimation longue, il est guéri. De laboratoires successifs, on a noté une absence d'opiacés. C'est normal, parce qu'on a myosis. Myosis, la cocaïne, je me dis ça, midriase. On n'a pas trouvé d'opiacés, on a trouvé de la cocaïne. Mais je opiacés, cocaïne. Dans le sang des urines, le clinicien, c'est sûrement un morphinomimétique. Demande d'avis. Demande d'avis. L'analyse, on fait analyser les échantillons par un troisième laboratoire. Le toxicologue analyste avait commandé diverses autres molécules, substances problématiques aux USA. On a réfléchi, cette cocaïne venait des États-Unis. Pour sa bibliothèque de substances de référence, le résultat, il a trouvé que c'était la carfentanine. La carfentanine, c'est une substance dérivée du fentanyl. On passe. À partir du fentanyl, on a fabriqué des fentanyloïdes. Ils ressemblent au fentanyl. Ils sont plus puissants, ils sont 100 à 10 000 fois plus actifs que la fentanyl. Imaginez, la fentanyl est puissante 100 fois que la morphine. Le sulfentanyl, il est 1000 fois plus puissant que la fentanyl. Ce sont des agonistes complets, ils ont un effet sélectif sur le récepteur opioïde, ils sont antagonisés par le naloxone, mais avec une très grande concentration. La puissance maintenant du fentanyl, elle est 100 fois qu'il Le carfentanil, c'est un anesthésique pour les animaux, utilisé chez les animaux. Il est ultra puissant. Le carfentanil, il est 10 000 fois plus puissant que la morphine, car il est très sélectif. On l'a utilisé auparavant comme plutôt réactif en pharmacologie, au laboratoire de pharmacologie, pour cibler les récepteurs mûrs. Aujourd'hui, on l'utilise comme une drogue. Voici les chiffres de l'augmentation des décès par les opioïdes de 2010 à 2015 de 9%. Et regardez, à partir de la fentanyl, le médicament, elle a augmenté de 72%. L'héroïne, c'est normal, c'est une drogue, mais la fentanyl, c'est un médicament. C'est bizarre. Qui fait directement addictogène. Exactement. Mais quelles sont les causes aujourd'hui de l'augmentation de cette utilisation? Allez, lorsqu'on voit ces choses-là aux États-Unis, normalement, ça va passer à l'Europe, on voit que ça va nous toucher. C'est dû à quoi? À partir avant 2016. Ce sont des laboratoires clandestins de fentanyl au Mexique, en Chine, en Inde. On a une augmentation aussi des prescriptions du fentanyl. Ça, c'est bizarre. Ce sont les Américains qui sont les plus grands prescripteurs du fentanyl et de l'anesthésie. C'est bizarre. Le subsiste, le fentanyl, il est prescrit hors AML, hors cancer. Voici un titre de Le Monde de 2017. La crise des opiacés secoue les États-Unis. Le patron d'INSYS, ce laboratoire, qui est accusé d'avoir corrompu les médecins pour vendre ce fentanyl. Voici l'augmentation, l'évolution des chiffres et des morts. Vous voyez, en 2016, l'héroïne, 15 000 morts, mais le fentanyl, 20 000 morts. C'est une guerre. On estime aujourd'hui aux États-Unis 130 morts chaque jour par les opiacés. Michael Jackson Michael Jackson le milk. Avec le milk, c'est le propofol. Parce que il est laiteux. Vous voyez le flacon. C'est un anesthésie général. C'est pas un analgésique. C'est un anesthésie. احنا خلطنا شيء على الكيتامين. كيتامين اي يعجبكم. ليك عليه le kétamine. Le kétamine, ce n'est pas un opioïde, mais bientôt il va être mis dans avec les stupéfiants. Exactement. Voici maintenant les doses létales. Héroïne, fentanyl, carfentanil. C'est-à-dire la quantité d'héroïne, quantité de fentanyl, voici la dose létale de carfentanil. 1 mg, elle est létale. Est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'on peut analyser? C'est un problème. Donc, les raisons de ce fléau, ces drogues-là, ils ont une synthèse aisée, dans des kitchen labs, des cuisines, c'est-à-dire en Chine, en Mexique, mais possiblement proche de l'Europe, dans l'Europe de l'Est.
la fin des plantes parce qu'on n'a plus d'aléas de production. De l'eau, donc c'est un problème. Peu d'aléas de transport, le dark web, avec une enveloppe quelques grammes, on peut passer des commandes. Le prix de revient, 1 gramme d'héroïne, c'est 65 $, mais avec le fentanyloïde, c'est 3 $ seulement. 3 $, c'est rien du tout. Sachant que le carfentanyl va donner plus de 1000 doses. Si vous voulez fabriquer ces opioïdes, eh bien c'est très simple, suivez. Aujourd'hui, on trouve tout sur Internet, donc c'est très simple de fabriquer. Directement, Sans façon. donc les causes de l'augmentation des décès, c'est à cause de ces laboratoires clandestins, mais la prescription du fentanyl. Donc on a plusieurs morts. Donc la difficulté, l'objectif d'un producteur clandestin de ces substances récréatives, tout d'abord une production aisée, avec un coût fait de production, un transport aisé, une détection analytique difficile, de l'ordre du microgramme, on ne peut pas le détecter. Quoi d'autre? Un effet puissant, ils doivent être ultra puissants, mais surtout ne pas tuer trop rapidement la clientèle. Signaler possible dans des situations palliatives avancées, avec des essais thérapeutiques, mais on a plusieurs posologies. J'ai trouvé plusieurs tableaux, chaque médecin il a ses propres posologies. Donc, voici le problème, c'est l'évolution de la consommation de la kétamine hors AMM, puisque ce n'est pas tableau B, donc prescription ordonnance, ou c'est bon, trop tard. Le 2001. Exactement. De 2001 à 2016, on a eu une augmentation linéaire. Ils ont passé de 167 000 ampoules à 3 millions d'ampoules. Elle est efficace, donc avec on va l'inscrire dans le tableau B. Donc, tous ces problèmes-là, la banalisation de son utilisation, le niveau d'efficacité thérapeutique qui est faible, la variabilité des protocoles d'utilisation, le mésusage, le suivi en pharmacie, maintenant on ne peut pas vraiment apprécier l'usage, la porte d'entrée de nouvelles addictions. Tout cela, aujourd'hui, des lycéens qui parlent de kétamine, c'est la kétamine à 35e année. Donc, pourquoi tout cela a poussé les autorités à faire une réglementation très stricte et très sérieuse? Donc aujourd'hui, ce n'est plus la morphine, c'est autre chose, c'est plusieurs autres molécules. Donc notre réglementation, elle est très stricte avec toutes les drogues. On a peur de la toxicomanie, la dépendance, et c'est un fléau social. Plutôt, c'est un problème social. Aujourd'hui, c'est bizarre. Le problème, c'est la toxicomanie. Donc, un médecin qui doit rédiger une ordonnance qui va vont toutes être décalées. Donc, les opioïdes, on a fait le tour, les effets indésirables, les indications et le risque de la toxicomanie. Les pharmaciens, ils diront avec la douzaine, le médecin, le risque, les nouvelles drogues, exactement. ما يعرفوش يقولوا خاطر شي يحسوا بروحهم نقول لك زي ما نخاف قولوا ها شنو قولوا كان جاي بالحق وما نعرف شنو اللي تاعهم ما نعرفوش شنو سي ليتال. لا نسمع بعضنا عايش. Ces prescriptions des médecins prescrivent dans les règles de l'art à travers les codéidés et le mésusage directement dans les est-ce que pour par rapport à la prescription, est-ce que les médecins sont en train de prescrire surtout les codéinés dans les règles de l'art? Bon, personnellement, je ne peux pas vous répondre sur cette question parce que peut-être on est en train. Voilà, c'est ça. On peut répondre. Voilà, exactement. Parce que nous, on est cloîtrés dans les hôpitaux et les laboratoires de recherche. Il y a les lycéens, c'est une façon incroyable.
لي جون اللي يجيونا على الكونيفال وعلى الخماتيس وعلى السوبراتول وعلى وزارة يمشيوا يجيبوا دي زوردونونس من على الدونتيست من على الجيرانيست من على الجيرانيست اي افيك سا يعني احنا الواحد باش ما نعطيوش حقه خاطر ان جون يعني ليسيان Les Algériens. ces dernières années Avec des ordonnances. c'est incroyable je contrôle les jeunes les lycéens incroyable أنا يبعثوا حتى بناتهم ابتدائيه جايه صغيره il y a 3 semaines, avec le conseil régional, un mois avec le conseil régional du Nord-Ouest, on a parlé du mésusage du Lyrica. Et là, ce qui a été rapporté avec tous les confrères et consoeurs, que c'est à 99% de la prescription médicale. Et là, on revient à une autre classe thérapeutique. C'est les morphiniques. Et c'est toujours la prescription médicale. Surtout les Algériens. Donc, sincèrement, moi je sens, et je parle C'est des ordonnances de madame. Le départ, On a très bien débattu le du départ, sujet, on a très bien débattu, le circuit il est clair, on appelle ça le taxi, on appelle ça je sais pas quoi, un salaud, c'est tout. Il y a une certaine collaboration avec l'ordre des médecins qui fait défaut. C'est comme s'ils sont hors loi ou hors règle. Un pharmacien, lorsqu'il donne une ampoule de morphine ou une boîte d'un médicament codifié, c'est la catastrophe. Alors que le médecin qui prescrit avec une aisance un médicament sans voir les conséquences sociales, thérapeutiques, cliniques, etc., il est dans l'impunité totale. Ça, c'est un problème qui doit être débattu, à mon avis, à un très haut niveau. On a marre, c'est un point de les prendre comme des dieux, ces médecins, et on sait tous ce qu'ils sont, avec tous les respects à tous les collègues. Mais ça, c'est un constat. C'est un constat clair. Et les médecins dentistes. Et les médecins dentistes en plus. On sait très bien, vous venez demander une boîte de fluidique, vous pouvez tout faire et vous n'allez pas la voir. Allez à un médecin, il va vous la prescrire d'une façon très simple. Donc, femme a un décalage quand même que j'arrive pour revenir à un débat à grande échelle, en associant l'ordre des médecins, je pense qu'il est très important. C'est une urgence. Le signal d'alarme. Le conseil de l'ordre des médecins et des pharmaciens alerte le signal d'alarme. Occasion pour dire que sincèrement il ne faut pas qu'on tombe dans l'autre situation, dans l'autre cas de figure. Parce que moi, praticien hospitalier, on vient me rapporter à maintes reprises que les pharmaciens refusent de livrer la morphine. Et là, je parle de ma... Moi aussi, l'autre jour, là, je me connais officine. Non, mais j'ai eu des retours. J'ai eu des malades cancéreux, ou leurs parents, ou leurs enfants, qui viennent avec des ordonnances, et où le pharmacien n'a pas voulu délivrer le médicament. Ça, c'est une autre situation que nous, nous, pharmaciens, nous pouvons débattre de cette situation conflictuelle pour la résoudre. Parce que déjà, la prise en charge en Tunisie des cancéreux, elle est trop limitée. Il n'y a pas de centre de prise en charge de la douleur. La notion de soins palliatifs n'existe même pas. Cette notion de rotation, peut-être le maître Marquet au Chalet, avant il l'a survolé, de rotation des morphiniques pour éviter les effets indésirables, parce que vous montré tout à l'heure des cas cliniques où on peut rester des années et des années sous morphine. Le fait de ne pas pouvoir faire des rotations par défaut d'avoir d'autres molécules, parce que l'oxycodone c'est une molécule extrêmement importante, elle n'est pas en Tunisie. La buprenorphine, c'est une molécule qui est très importante. Elle n'est plus commercialisée en Tunisie, le Temgesic, historiquement, le Subutex. Donc tous ces médicaments, parce qu'il y a
cette peur, la méthadone aussi, cette peur de manipuler ces médicaments et tous les fléaux qui existent en parallèle, est-ce que nous gérons d'une façon extrêmement mauvaise? Moi, je viens à l'hôpital, je vois des cancéreux, c'est atroce. C'est atroce. Hein? Le fait de ne pas pouvoir avoir de la morphine pour qu'il finisse sa vie dans la dignité, c'est un problème qui est énorme. Donc, le petit message, on fait notre effort. Hein, on fait notre effort pour que, c'est vrai, entre un lycéen qui vient demander du climat de 400, 500, je ne sais pas quoi, et une mamie qui vient avec une ordonnance de morphine pour... On sait très bien c'est quoi. Voilà. Malheureusement, il y a des généralistes qui rédigent mal l'ordonnance tableau B. Il y a des cancérologues, moi j'ai affaire à un cancérologue, il rédige, il ne met pas la date, il met pas le numéro de carte d'identité, il oublie la date, il oublie tout. وانت يجيك الباسيون تقول له يقصر، لازمك ترجع له رجلين، الباسيون وقتها هو يمشي يقول الفارماسيان ما حبش يبيع لي، مي الفارماسيان ما حبش يبيع خاطر لوردونونس ني با ليغال. Oui, certainement, là, vous êtes dans Normalement, il parle d'un certain laxisme. Il parle d'un certain laxisme de quelques officiers qui veulent éviter cette procédure administrative. Parfois, ça existe, c'est vrai. C'est à peu près la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas délivrer. Dans cette réalité, ça ne change pas si l'ordonnance تاع tableau B, elle est bien rédigée en général. Il y a aucune raison. Voilà, on est plus protégé بالordonnance تاع tableau B اكثر من الاخرى تاع بالحق يجيو بالحق دي توكسيكومان ويبداو يدوروا من بلاصه لبلاصه. De toute façon, le trafic dans les morphiniques, historiquement, parce que c'est très verrouillé. Par contre, les psychotropes, là, et d'ailleurs c'est pour ça que le conseil régional a fait des campagnes pour... on a fait une tournée dans des régions pour parler des ordonnances de psychotropes. On va le faire aussi pour les morphiniques parce que 99%, il y a toujours quelqu'un qui souffre derrière une ordonnance de morphine. Et c'est malheureux aujourd'hui que toutes les ordonnances de morphine dans une localité se concentrent chez un seul confrère, parce que ça porte préjudice à l'organisme de le service. Pourquoi pas نخرج بكل ريزوليوشن هذه جورني هذوما pourquoi pas ne pas faire des campagnes مع المستوى l'éducation مع الشؤون الاجتماعيه معناتها انا يظن يفو فير ان ريزو ما نقعدوش وحدنا نعملوا دي كومباج نحطوا في الفيترين نتاعو نحطوا دي سبور في التلفزه مي فما ان بلوكاج كيلكو بار دونك انا نشوف pourquoi pas مع الصغيرات La campagne pour le patient peut être faite autrement, mais ça doit se faire aussi à l'échelle. Par exemple, la campagne de l'anticorésistance. La campagne de l'anticorésistance, logiquement, dans un pays qui se respecte, la première vocation du service public, c'est de promouvoir cette campagne. Le service public ne l'a pas fait, alors que c'est une campagne qui est destinée aux patients. C'est pas un défaut de compter avec la télé nationale. Maintenant, c'est bon, est-ce qu'on a d'autres questions? Allez, quand je l'ai appelé, c'était une anecdote. On l'a appelé pour cet atelier. قال لي يرسل عنا ناس طيارات فنكلمهم لك يجيب خط. Et bien aujourd'hui je ne suis pas surpris. Franchement, c'était un plaisir devant cette aisance, cette spontanéité
de cette jeunesse de pharmaciens. Franchement, je les découvre aujourd'hui. Le pipeline, il est encore plein. Bonjour, le pipeline. Ah oui. Parce que Amine, il est assistant en 5e année, il sera agrégé, Inch'Allah. La relève est assurée. Mahdi, il est résident en 4e année. Il est pharmacologue. Nous a donné Mme Marie Pascal, notre directrice de la DPM aujourd'hui. On a 3 ou 4 autres assistants qui sont dans les hôpitaux à la DPM, ils sont issus de la faculté. Les résidents sont nombreux. نحبوا نزيدوا لازم يقعدوا في تونس ولازم يقعدوا في تونس لازم نشجعوا انا نشجعوا فيكم c'est de valoriser les connaissances et les compétences parce que ailleurs ils ne sont pas valorisés. Parce que Mohamed Amin bientôt agrégé, il aurait comme une fiche de paie تاعو. يقولوا له والله ماناش فاهمين كيفاش قاعد C'est une petite parenthèse. Je voulais rajouter autre chose. Je voulais rajouter autre chose et c'est pour quand vous avez un encadreur et un propriétaire, alors c'est pour eux. Quand vous avez un professeur et un encadreur aussi qui vit comme Kimemah, c'est excellent. Parce que c'est pas évident là de trouver des encadreurs, de trouver les bics ou les chajak, le rôle d'Asie, et je suis avec toi et je suis derrière toi. Et ça ne court pas les Merci. On reprend à 5h30. Hein. On va essayer de...